sur RFI. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Il est entré dans l'histoire contemporaine de son pays par la télévision, par le biais d'un enlèvement spectaculaire de plusieurs Européens. Hissène Habré mangeant du cabri au manioc dans sa case aux parois de fibres tressées. Hissène Habré négociant sous un arbre à midi avec un émissaire français crevant littéralement de chaleur. Hissène Habré au volant de sa Land Rover, Hissène Habré avec sa casquette à la cubaine au milieu du désert. Ces images auront marqué les téléspectateurs du monde entier au cours de la décennie 80. Et pourtant ce rebelle, celui que les journalistes présentaient au début comme un simple voleur de chameaux et qui, défi à l'ancienne métropole, a fini par tuer le commandant Galopin envoyé pour négocier la libération des otages, va seulement 10 ans après ce tragique coup médiatique prendre la tête du Tchad. À la fois par stratégie et par opportunisme, et avec l'aide de la France justement, il est parvenu à ses fins. Mieux, il est invité au défilé du 14 juillet 1987 sur les Champs-Élysées. Les camarades d'armes du commandant Galopin saluent respectueusement, du moins officiellement, celui qui 10 ans plus tôt a froidement assassiné un des leurs, les ridiculisant du même coup. C'est cela, la politique. Quoi qu'il en soit, Hissène Habré est le chef de l'État du Tchad à cet instant. Mais cela ne signifie pas que la paix est acquise dans ce pays tourmenté, secoué depuis des décennies par des guerres. Suite et fin aujourd'hui de notre série consacrée à ce personnage un peu singulier dont l'ombre plane encore sur son pays. Si après moult péripéties, après des alliances et des ruptures spectaculaires, Hissène Habré est finalement parvenu au pouvoir en renversant en juin 1982 son frère ennemi Goukouni Ouédé, il n'en a pas pour autant fini avec la guerre. Il n'aura qu'une seule année de répit. Sur le même front, celui de l'Est du pays, le chef Toubou qui vient d'être chassé de N'Djamena, réarmé par la Libye, menace de reprendre le chemin de la capitale. Une immixtion de la Libye dans les affaires tchadiennes qui va finalement pousser Paris à intervenir avec les opérations Manta, Silure et Épervier. Tout est en place ce matin pour une nouvelle étape du conflit tchadien. Profitant de la trêve intervenue de fait après la prise de Faya-Largeau par Goukouni Ouédé et ses alliés libyens, les deux camps procèdent depuis quelques jours à un très sérieux renforcement de leurs positions respectives. D'après le département d'État américain, les Libyens continueraient d'acheminer hélicoptères, chars, artillerie, lance-roquettes en direction de Faya-Largeau. Il y aurait maintenant 2500 soldats libyens en territoire tchadien. Dans l'autre camp, les troupes gouvernementales d'Hissène Habré se réorganisent autour de deux pôles, Abéché dans l'est et Salal au nord, où viennent de les rejoindre les unités de Béret Rouge français. C'est le fait nouveau du week-end. Les instructeurs français se rapprochent de la ligne de front, avec pour mission de se défendre s'ils sont attaqués. Autrement dit, de deux choses l'une, Goukouni Ouédé et les Libyens continuent d'avancer vers N'Djamena, au risque de se trouver nez à nez avec les Français, où ils se contentent du statu quo pour entamer en position de force une négociation. Il est encore impossible de savoir ce matin quelles sont les intentions de Goukouni Ouédé et de son allié libyen. D'abord donc sur le renforcement de l'aide militaire française et de son déploiement dans le nord du Tchad au niveau du 15e parallèle, le témoignage d'Ulysse Gosset, l'envoyé spécial de France Inter. Au-delà du 15e parallèle, c'est l'armée française que vous trouverez en face de vous. Voilà le message adressé au colonel Kadhafi après la mise en place du dispositif militaire français au Tchad. C'est en effet sur le 15e parallèle que les Bérets Rouges ont établi deux têtes de pont. D'abord, à 450 km au nord de N'Djamena, dans la bourgade de Salal, en plein désert, où la température grimpe à plus de 50 degrés pendant la journée. Il y a là-bas 150 hommes. Ensuite, à 700 km à l'est de la capitale, à Abéché, le carrefour économique et stratégique près de la frontière du Soudan. 200 paras y ont pris position. Entre ces deux points, la France a donc tiré une ligne rouge et c'est à N'Djamena que se trouve le PC opérationnel. Dans la capitale tchadienne, 500 parachutistes seront basés en permanence et l'aéroport s'apprête à accueillir les Jaguars. Un pilote serait déjà sur place. Les Jaguars qui pour l'instant restent en Centrafrique et au Gabon. Au total, l'opération Manta implique donc 800
150 hommes, dont 120 spécialistes de la guerre électronique, chargés d'analyser les renseignements venus du ciel, des satellites espions ou des avions radars américains AWACS. Une force qui est plus une troupe d'instruction, et bien une force de dissuasion prête à l'autodéfense. Et ici au Tchad, on ignore encore que cela suffira à empêcher l'affrontement franco-libyen. À N'Djamena, l'ambiance est donc plus que jamais à la mobilisation. Le président Hissène Habré monte lui-même au créneau pour convaincre de la justesse de sa cause et dénoncer l'agression libyenne. Témoin cet appel lancé à la radio par Hissène Habré lui-même, un document que nous a transmis Ulysse Gosset. Êtes-vous d'accord pour devenir les esclaves des Libyens? Êtes-vous prêts pour céder votre pays aux barbares libyens? La réponse est certainement non, non et non. Hissène Habré galvanise la population. Kadhafi achemine du matériel et des hommes dans le nord du Tchad, mais risque au moindre pas en avant de se heurter aux parachutistes français. C'est là une nouvelle donne militaire du conflit tchadien, sans qu'une perspective de négociation apparaisse nettement, en dépit du ballet diplomatique du week-end. Ralph Pinto. On attendait peut-être un peu trop de la réunion de Brazzaville, en tout cas trop de résultats spectaculaires et immédiats. Mais cette rencontre lors du sommet de Brazzaville ne donnera rien justement. Ce conflit va amener en 1983 à la coupure du Tchad en deux, au niveau du 15e parallèle. Une situation que ne peut supporter Hissène Habré. Il va sans dire qu'il reste toujours une partie du territoire tchadien occupé dans l'extrême nord et le Tchad entend retrouver la plénitude de son territoire tel qu'il a été hérité au moment où il a accédé à l'indépendance. Par une voie ou par une autre, le Tchad entend recouvrer l'ensemble de ses droits. Je ne crois pas que d'abord le système fédéral lui-même ait pu résoudre quelques problèmes que ce soit, pas seulement en Afrique, mais même dans les vieilles nations. Le fédéralisme, actuellement, réellement, n'existe nulle part. Pour nous, si on prône la fédération, on prône la division du Tchad. Nous sommes totalement opposés à ce concept pour ce qui concerne le Tchad. Et d'ailleurs, personne n'en veut. Je ne vois pas pourquoi les autres parlent à notre place pour ce qui est du devenir du Tchad. Pour éviter la scission de son pays, Hissène Habré va maintenir une pression constante sur la France pour qu'elle lui fournisse davantage d'armes. Pour lui, la reconquête de Faya-Largeau, sa ville natale, est vitale. Il regrette que Paris ne lui fournisse pas suffisamment d'armes pour en finir avec cette armée libyenne. Hissène Habré, en cette fin d'année 1984, se retrouve face à son destin. Pour des raisons très certainement liées à la richesse du sous-sol libyen, Paris a changé d'attitude. Il n'est plus tout à fait question de conserver les troupes françaises sur place. La France parle de plus en plus de négociations. Elle souhaite voir Hissène Habré entrer en pourparlers direct avec Mouammar Kadhafi, avec qui un rapprochement semble s'opérer. À l'étranger, la situation au Tchad reste préoccupante. 450 militaires français quitteront Paris demain pour la Centrafrique, où ils reconstitueront les éléments d'assistance opérationnelle stationnés dans ce pays et dont une partie est maintenant au Tchad. En cas de besoin, ils pourraient à leur tour intervenir au Tchad, où sont arrivés aujourd'hui 53 spécialistes français de la logistique. Des avions de combat seront sans doute stationnés prochainement dans la capitale tchadienne. Le colonel Kadhafi, lui, poursuit sa visite en Tunisie, où il tiendra demain une conférence de presse. Il a reçu avant-hier un envoyé personnel du président Mitterrand, maître Roland Dumas. Et sur le plan diplomatique, certains signes font croire à la possibilité d'une négociation pour mettre un terme au conflit. Jean-Marc Illouz. Dernier en date à rappeler sa position, le chef de l'État tchadien, Hissène Habré, qui veut bien négocier non pas avec son adversaire tchadien Goukouni Ouédeye, mais avec, je cite, le véritable agresseur, la Libye, accusée de vouloir annesser le Tchad par Goukouni interposé. En lutte contre le pouvoir central, Goukouni, ici, quand il triomphait à N'Djamena en août 79, fait savoir à la radio, je cite, que la réconciliation entre les fils du Tchad passe par la négociation avec le mouvement d'Hissène Habré, mais pas avec Hissène Habré lui-même. Alors, comment venir à bout de ces incompatibilités ?
Eh bien, le colonel Kadhafi, lui, il poursuivait aujourd'hui sa visite officielle en Tunisie, dit qu'il est prêt à parler avec tous ceux qui peuvent contribuer à la paix. Mais cela, jamais à l'insu des Tchadiens eux-mêmes. Comme Goukouni, il se réfère aux accords de Lagos qui, en 1979, avaient partagé le pouvoir au Tchad entre 11 factions, dont celle de Goukouni et d'Hissène Habré. Accord transitoire, bien difficile à appliquer, mais considéré comme base de négociation. L'ambassadeur de Libye aux Nations Unies l'a dit lundi à Brazzaville. Nous avons déjà une base, qui est l'accord de Lagos. L'accord de Lagos prévoit, premièrement, le cessez-le-feu, le départ des troupes étrangères, françaises surtout à cette époque-là. Elle prévoit aussi la composition d'un gouvernement d'union nationale et l'envoi des troupes africaines. Alors, elle prévoit aussi une élection après une année. Donc, c'est valable toujours cet accord, signé par Habri lui-même en tant que représentant d'une fraction qui est l'armée du Nord. Et qui doit faire le premier pas, d'après vous, Hissène Habré ou Goukouni pour la négociation? Je crois que les pays africains ils doivent pousser, doivent faire toute pression pour que les frères tchadiens se rencontrent de nouveau. Bien sûr, à Brazzaville, 48 heures de discussion improvisée entre 11 chefs d'État africains, pro-soviétiques et pro-occidentaux, ne pouvaient imposer un cessez-le-feu. D'abord, les Tchadiens n'y étaient pas, et surtout, la Libye ne pouvait y être directement mise en cause, cela au grand regret du Zaïre. Qui est agresseur et qui est agressé dans cette affaire-là de Tchad, établir les responsabilités, parce que lorsqu'on dit que les gens sont fatigués avec ce problème et tout ça, mais depuis un certain temps, il faisait calme. Qui a troublé ce calme? C'est ça la question que je pose. Mais Brazzaville pourrait ne pas avoir été inutile. La France et la Libye ont pu y avoir d'autres échanges de vues, et surtout ce énième appel à la réconciliation nationale du Tchad était pour la première fois assorti d'une requête à tous les voisins du Tchad, donc implicitement à la Libye, de ne plus intervenir dans les affaires tchadiennes. Position plus équilibrée qui donne quelques poids à la mission de paix confiée au président éthiopien de l'Organisation de l'Unité africaine. En réalité, Hissène Habré n'est plus aussi solidement soutenu par Paris qu'au début de ce conflit. Les intérêts de la France et la mobilisation de la Grèce pour un rapprochement avec Tripoli ont changé la donne. Hissène Habré va connaître l'amertume de l'accord franco-libyen de retraite totale et concomitant des deux forces d'intervention conclues sans lui, loin de lui, le 12 septembre 1984. La surprise est de taille, elle a été révélée tôt ce matin vers 8 heures. François Mitterrand volait déjà vers la Crète pour rencontrer le colonel Kadhafi. L'entrevue a lieu à Nikolaos, dans le nord-est de l'île. Pourquoi en Crète? Parce que ce sont les Grecs. La Crète appartient à la Grèce, parce que ce sont les Grecs qui ont servi d'intermédiaires pour mettre au point cette entrevue. Du reste, le Premier ministre grec, M. Papandréou, assiste aux conversations. Le secret était bien gardé, mais il n'est pas très difficile d'imaginer le sujet de conversation. C'est naturellement du Tchad qu'il est question. En effet, quelques semaines après l'accord entre la France et la Libye pour que les deux pays retirent respectivement leurs forces armées du Tchad, et quelques jours après la fin de cette évacuation, il s'agit maintenant de faire le point des relations entre la France et la Libye. La principale question qui se pose, c'est de savoir si les Libyens ont véritablement retiré leurs troupes du nord du Tchad comme ils l'avaient promis. Le président Hissène Habré est actuellement persuadé du contraire. Il l'a dit hier soir à quelques journalistes français, dont Daniel Dessekel, qui l'ont rencontré à N'Djamena. Effectivement, il y a une divergence. À Paris, l'on affirme que les Libyens sont partis. Et nous ne comprenons pas cette affirmation. Pour la bonne raison que Paris sait que les Libyens sont là. Et Paris a les mêmes preuves que nous. C'est vrai, la Libye a monté un scénario, a essayé de donner croire que ses forces vont se retirer du Tchad, mais dans la réalité, elles ne se sont absolument pas retirées du Tchad. Au moment où je vous parle, les éléments libyens stationnés à Faya-Largeau sont revenus réoccuper leur position et leur dispositif actuel est identique à celui qui était il y a quelques semaines. Voilà la vérité. Ce qui se dit ailleurs est faux, entièrement faux. Pour affirmer que les troupes libyennes sont toujours dans son pays, Hissène Habré s'appuie notamment sur les observations aériennes qu'auraient faites les Américains, notamment par satellite. Du reste, Jean Lucas, à Washington, le porte-parole du département d'État, John Hughes, a confirmé les dires du chef d'État tchadien. Les États-Unis se montrent infiniment sceptiques, pour dire le moins, dès qu'il s'agit de tester la bonne volonté du colonel Kadhafi. Et hier encore, le porte-parole du département d'État, John Hughes, déclarait que d'importantes forces libyennes se trouvaient toujours au Tchad, notamment au sud de la bande d'Aouzou. Les
les États-Unis se fondent sur les observations relevées par leurs satellites espions, d'après ces informations, plusieurs milliers de soldats libyens seraient encore dans le nord du Tchad, en dépit des déclarations faites par Tripoli. Quel que soit le bien fondé de l'attitude américaine à l'égard de la Libye, il y a une constante. Kadhafi n'est pas un chef d'État comme les autres. Il peut fort bien, pour des raisons tactiques, des raisons de conjoncture, signer un accord avec la France. Ses objectifs dans la région n'ont pas changé d'un pouce. Il retournera au Tchad dès que l'armée française aura plié bagage. Kadhafi est le déstabilisateur en chef, la bête noire de l'administration Reagan, et en clair, les Français se montrent naïfs dans cette opération. On se souvient de l'insistance avec laquelle Washington avait poussé la France à intervenir militairement dans cette région du monde il y a 16 mois pour freiner l'expansionnisme libyen. Les opinions n'ont guère varié aujourd'hui au département d'État. Côté français, il y a d'abord eu hier soir aux Nations Unies une déclaration de Jean-Michel Baillet, le secrétaire d'État aux Relations extérieures, l'adjoint de Claude Chesson, si vous préférez. Monsieur Baillet a été catégorique. La France, a-t-il dit, a la conviction qu'il n'est pas basé simplement sur des impressions que la Libye a retiré ses forces du Tchad. En cette fin d'année 1984, après un nouvel échec d'une conférence de réconciliation à Brazzaville donc, l'armée française s'est retirée du Tchad et N'Djamena soutient que le colonel Kadhafi conserve intacte son intention de le renverser pour remettre Goukouni Ouédé au pouvoir. Hissène Habré n'accorde aucune confiance au chef de l'État libyen. Sur le plan intérieur, Hissène Habré est le seul maître à bord. Il contrôle la capitale. Il a la légitimité internationale. L'administration est en voie de réorganisation. L'armée nationale, rééquipée, bénéficie d'une formation moderne. Hissène Habré crée son parti politique, l'UNIR. C'est son nouvel outil de contrôle du pays. Nous sommes résolus à marquer une nouvelle étape dans le processus d'amélioration de nos institutions politiques. Dans cet esprit, le peuple tchadien, par voie de référendum, a voté la nouvelle constitution, a réélu le président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place les institutions issues de la constitution approuvée par référendum. En particulier, très bientôt, vont avoir lieu les élections législatives. Le peuple tchadien va élire démocratiquement, en toute liberté, ses représentants, ses députés, dans un scrutin libre où les candidats se présenteront individuellement et se livreront à la compétition dans la transparence, dans la liberté. Le peuple seul, libre et souverain, tranchera. L'État préservera les chances de chacun. Il n'y aura plus de magouilles. Il n'y aura plus de urnes bourrées. Toutes les mesures, toutes les garanties seront prises pour que les élections puissent se dérouler dans la régularité la plus totale, dans la transparence la plus parfaite. Et nous continuerons dans cette voie. Nous voulons mettre en place quoi qu'arrive, quel que soit le coût, quelles que soient les circonstances. Nous mettrons en place une vie démocratique, un état de droit, sans nous laisser distraire par nos responsabilités de défense nationale, de développement économique et social. Tchadiens, je vous convie à cette heure. Pour asseoir son pouvoir, le président Hissène Habré a choisi la terreur. Pour éviter toute velléité de sédition, il a mis en place un régime de délation et un service de renseignement qui embastille tout ce qu'il soupçonne d'opposition au pouvoir central. Les prisons se remplissent, ce qui naturellement renforce l'opposition extérieure perçue comme un recours par certains, mais également et surtout par les voisins du Tchad, notamment la Libye et le Soudan, qui abritent ses principaux rivaux. Le calme apparent en N'Djamena en cette fin d'année 1989 annonce un peu la tempête à laquelle il va faire face. Mais Hissène Habré en a vu d'autres. Rendez-vous pour en parler dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série que nous lui consacrons.